Au deuxième dossier, on va parler de grains au scanner et surtout d'un item majoritaire des ECN qui évidemment vous devez connaître, qui est la question de la tuberculose, bien sûr. Alors, vous avez ici un homme de 28 ans dont on vous dit qu'il est d'origine malienne et qui vient en hospitalisation pour une fièvre prolongée. À la première question qui vous demande les 4 grandes causes de fièvre prolongée, bah oui, effectivement, il y a toujours 4 causes principales de fièvre prolongée. Les fièvres d'origine infectieuse, les fièvres d'origine inflammatoire, les fièvres d'origine tumorale, qui sont les 3 grandes cases les plus importantes. Je vous ai mis exprès ici les fièvres d'origine médicamenteuse pour ne pas les oublier. Elles sont trop souvent oubliées, mais elles sont très importantes à garder en mémoire, puisqu'en cas de négativité des 3 premières, il ne faut pas se dire que la fièvre n'a aucune cause et que c'est une fièvre d'origine psychogène. Les médicaments, il faut toujours les évoquer. Les fièvres d'origine infectieuse, c'est principalement dans les fièvres prolongées, ce qui va concerner certains virus, en particulier le virus du VIH, les hépatites également. Dans les bactéries, vous avez la tuberculose en mycobactéries qui peut donner des fièvres prolongées, mais n'oubliez pas les foyers infectieux profonds, en particulier l'endocardite infectieuse bactérienne, la spondylodicite qui est son équivalent, mais également les abcès profonds qui peuvent donner ce genre de tableau. Enfin, et un petit peu en marge sur les fièvres infectieuses pour les ECN, vous avez également les champignons et les parasites qui surviennent sur des terrains très particuliers. Tous peuvent donner des fièvres infectieuses prolongées, mais sont moins facilement à évoquer. Deuxième grand cadre qui sont les fièvres inflammatoires. Les maladies inflammatoires qui vont donner de la fièvre sont principalement les pathologies d'origine dysimmunitaire, de type polyarthrite rhumatoïde et éventuellement lupus, qu'il faut garder en mémoire. D'autres fièvres d'origine inflammatoire comme la sarcoïdose sont un petit peu plus rares. En troisième case, vous avez donc les fièvres d'origine tumorale, en particulier les tumeurs solides et notamment les tumeurs rénales qui sont très inflammatoires, les tumeurs coliques également qui peuvent donner des fièvres d'origine indéterminée. Et puis, vous avez également les lymphoproliférations, les lymphomes qui peuvent donner de la fièvre. Et pour terminer, les fièvres d'origine médicamenteuse, donc comme on parlait tout à l'heure. La deuxième question, on précise un petit peu la symptomatologie fonctionnelle de votre malade. On disait qu'il avait donc une fièvre oscillante qui survenait principalement en Afrique et qui avait poursuivi lors de son arrivée en France malgré un traitement anti-paludéen. En dehors de ça, il avait perdu beaucoup de poids et cliniquement, on vous dit qu'il tousse beaucoup et il a une espèce de douleur de la cuisse qui qui garde sa cuisse pliée pour soulager la douleur. Ce tableau sémiologique sur lequel on reviendra un petit peu plus tard dans le dossier, vous le connaissez, s'appelle un psoïtis. C'est le tableau que vous pouvez retrouver par exemple au niveau des appendicites. Toute inflammation au niveau rétropéritonéal et notamment qui vont irriter le psoas peut donner ce tableau de psoïtis avec une flexion de la cuisse qui est obligatoire. Ce sont des tableaux assez classiques. Donc, les examens complémentaires que vous prescrivez ici, comme réponse à la deuxième question, sont des examens complémentaires particulièrement biologiques, puisqu'il faut comprendre cette fièvre d'origine prolongée et cette perte de poids. Donc vous allez, comme toute fièvre d'origine prolongée avec une perte de poids, rechercher un syndrome inflammatoire biologique avec notamment des marqueurs de syndrome inflammatoire chronique. Vous connaissez la numération et la CRP, qui sont très utiles dans le cadre de syndrome inflammatoire en aigu. Les marqueurs de syndrome inflammatoire chronique sont le fibrinogène, la vitesse de cimentation. Ces deux-là sont des résumés de tout ce qui peut se passer en termes d'inflammation dans les semaines qui précèdent la venue de votre malade. Donc, quand vous avez un fibrinogène ou une vitesse de sédimentation qui reste élevée, c'est probablement qu'un syndrome inflammatoire est ancien, au moins subaigu, voire éventuellement chronique. Vous allez également faire un bilan des dommages éventuels d'organes, donc un bilan rénal avec un ionogramme sanguin, une urée, une créatinine, un bilan hépatique pour voir si un des organes peut vous faire avancer sur le tableau de fièvre d'origine prolongée ou si vous restez sur une fièvre quasiment nue, exception faite de la symptomatologie clinique dont on parlait. Faites également une électrophorèse des protéines plasmatiques qui n'était pas cotée ici, mais qui peut rapporter gros dans les situations de fièvre d'origine prolongée, puisque notamment, ça va pouvoir nous orienter soit vers une infection chronique avec en général un tableau d'hypergamma-globulinémie polyclonale que vous pouvez retrouver dans l'infection par le VIH, les hépatites, mais également dans l'endocardite et la tuberculose. Mais ça peut également vous donner un tableau de gammapathie monoclonale ou d'hypogamma-globulinémie que vous retrouvez plutôt dans les situations d'hémopathie qui donc elles-mêmes peuvent être la cause de la fièvre d'origine prolongée. Évidemment, vous avez une fièvre, vous devez faire des examens à visée microbiologique. On listait les diagnostics à la première question. Vous faites donc ici une sérologie VIH, une sérologie hépatite B, une sérologie hépatite C. Ce que vous faites également, ce sont des hémocultures à titre complètement systématique et à visée
de parasites, ce que vous pouvez faire également, c'est répéter un frottis sanguin et une goutte épaisse pour rechercher quand même un accès palustre et des accès palustres récidivants chez ce patient d'origine malienne. Un patient qui tousse, qui est d'origine malienne, qui a perdu du poids, on le disait en titre, il faut toujours évidemment évoquer la tuberculose. Et donc ici, on a hospitalisé le patient, vous devez faire une recherche de barre en lui faisant 3 BK crachat au minimum, voire 3 BK tubage, à la recherche d'une tuberculose bacillifère. Encore une fois, chez un patient africain qui tousse, vous ne pourrez pas passer à côté, et si vous ne l'aviez pas mis ici, ça valait un 0. Et enfin, vous allez faire des examens morphologiques pour essayer de comprendre l'origine de cette fièvre. D'une part, vous faites un scanner thoraco-abdominopelvien et vous pouvez discuter dans le même temps d'adjoindre un scanner des sinus devant toute fièvre prolongée. N'oubliez pas que la sinusite peut donner ça. Et il est de bonne guerre de prescrire une échographie cardiaque transthoracique à la recherche d'une endocardite. On ne fait pas d'emblée une échographie cardiaque transœsophagienne devant une fièvre prolongée. Par contre, la transthoracique est facile à obtenir, facile pour le patient et peut rapporter gros. Que signifie l'apparition d'une fièvre vespérale plutôt que continue? Alors, les fièvres vespérales sont des fièvres qui vont être plutôt présentes en fin de journée. Ce que vous allez avoir dans le tableau des fièvres vespérales sont principalement soit les fièvres associées à des foyers infectieux profonds et notamment la tuberculose, soit des fièvres associées plutôt au tableau inflammatoire de type vascularite, maladie de Horton, ou éventuellement à certaines fièvres d'origine tumorale. Les fièvres continues, elles par contre, vous allez beaucoup plus les retrouver dans des tableaux aigus, mais sont beaucoup plus associées à des tableaux d'infection bactérienne, encore une fois le plus souvent aigus, et qui vont céder avec la mise sous antibiotiques. À la troisième question, vous voyez apparaître une iconographie qu'on vous demande ici de décrire. Il faut, comme toujours, décrire le type d'examen que vous avez. C'est donc ici un scanner avec une coupe qui est une coupe médiastinale et une fenêtre qui est ici une fenêtre parenchymateuse. Vous avez donc un scanner thoracique en fenêtre parenchymateuse puisque vous voyez ici que l'essentiel, c'est de regarder le parenchyme pulmonaire. L'interprétation ici, il n'y a aucune équivoque. Ce que vous voyez, ce sont de multiples micronodules éparses qui n'ont pas de distribution très claire ici, qui, si on regarde attentivement, sont plutôt situés après les vaisseaux sanguins, qu'on appelle un aspect d'arbre en bourgeon, mais qui est assez difficile à voir ici. L'essentiel de la description, c'est surtout de multiples petits grains, qui sont un tableau de grains de mille, et c'est pour ça que ça s'appelle une miliaire. Ce que vous pouvez voir en plus ici, sont des petites comme des dilatations des bronches, avec ici la coupe entre le vaisseau et la bronche qui est à côté, sont en fait principalement des petites tractions sur les bronches, des bronchiectasies par traction, qui sont ici associées à ce diagnostic de miliaire. Devant la description de votre patient que vous aviez, donc un patient d'origine africaine qui a de la fièvre prolongée, qui perd du poids et qui tousse, avec un tableau sur le scanner en grains de mille, donc en miliaire, c'est un diagnostic caractéristique de miliaire tuberculeuse. À la quatrième question, on vous demande comment confirmer le diagnostic que vous avez suspecté. On disait que la suspicion était une suspicion de miliaire tuberculeuse. Une tuberculose, on doit toujours s'attacher à rechercher une confirmation microbiologique. Donc la première chose à faire sont des prélèvements et on va toujours essayer de cibler les prélèvements les plus faciles à obtenir jusqu'au moins faciles. Parmi les prélèvements les plus faciles à obtenir, évidemment, ce sont des prélèvements respiratoires que le patient peut produire lui-même, en l'occurrence les crachats. Donc vous allez faire des BK crachats, la prescription est toujours la même. Ce sont des BK crachats qu'on réalise 3 jours de suite, le matin, pour éviter les contaminations. Et sur 3 jours de suite, vous demandez au patient de cracher dans un pot et ça va partir au laboratoire de mycobactéries. Attention à ne pas faire partir un BK crachat dans un laboratoire de bactériologie simple, auquel cas ils vont techniquer un ECBC. Donc BK crachat. Si le BK crachat n'est pas possible, la deuxième étape, c'est de proposer ce qu'on appelle des BK tubages, c'est-à-dire avec une petite nouille, on va faire une petite aspiration gastrique. L'objectif étant de le faire le matin à jeun afin de recueillir tout ce qui a pu être dégluti la nuit. Donc une petite aspiration du liquide gastrique le matin pour faire des BK tubages, idem, on le fait partir à l'analyse en mycobactériologie et pas en bactériologie standard. On peut également, notamment dans les situations de miliaire tuberculeuse, réaliser des hémocultures à bouchon noir, des hémocultures pour les mycobactéries qui peuvent être positives, notamment dans les formes systémiques de miliaire tuberculeuse, donc qui vont dépasser le simple champ pulmonaire. En cas de négativité de tout ça, il va falloir aller taper un petit peu plus loin
en termes d'exploration pour essayer de rechercher la preuve microbiologique de la tuberculose. L'étape d'après, devant un tableau respiratoire, c'est de faire une fibroscopie bronchique avec une aspiration, donc c'est un petit peu plus invasive. Et tant sur le lavage broncho-alvéolaire que sur les aspirations, vous pouvez avoir des éléments en faveur du diagnostic de tuberculose. Le lavage broncho-alvéolaire va vous donner plutôt une alvéolite lymphocytaire, donc beaucoup de lymphocytes au niveau de votre aspiration, et évidemment, vous faites partir le liquide dans le laboratoire de mycobactériologie. En dernier, tant au niveau des prélèvements respiratoires que d'éventuels prélèvements profonds si jamais vous aviez une image d'abcès, ce que vous pouvez faire, c'est continuer à faire partir ce prélèvement dans le laboratoire de mycobactériologie pour une culture. D'autre part, et surtout, vous allez réaliser une PCR sur les prélèvements qui peut être positive un petit peu plus précocement, qui surtout peut également vous révéler la souche avant d'avoir pu obtenir la culture. Est-ce que les miliaires sont bacillifères? En règle générale, la miliaire tuberculeuse n'est que très rarement bacillifère. C'est vrai que ça s'oppose aux formes de tuberculose maladie de type tuberculose pulmonaire avec des cavernes qui, elles, sont en règle générale bacillifères. Les tuberculoses miliaires sont des formes plutôt systémiques. Dans les formes systémiques, elles peuvent se limiter éventuellement aux poumons, mais la grande différence entre les deux, c'est que la miliaire tuberculeuse suit une voie hématogène, donc reste au niveau en général des vaisseaux sanguins. La tuberculose bacillifère, et donc celle qui s'isole, c'est celle chez qui évidemment on retrouve les barres, et en règle générale, elle est associée à la présence de cavernes sur l'iconographie, que vous n'aviez pas ici. À la cinquième question, on demande si le quantiferon aurait un intérêt ici. Toujours pareil, quand vous avez une question binaire, oui-non, il faut y répondre. Donc, le quantiferon aurait-il un intérêt ici? La réponse est oui, c'était coté sur 5 points, c'est ce qui vaudrait en général toujours le plus de points, c'est de répondre oui ou non. Donc oui, le quantiferon a un intérêt. D'une manière générale, les 4 indications les plus validées du quantiferon sont 1. Le bilan pré-thérapeutique, notamment quand on va mettre un traitement immunosuppressif. C'est très validé pour les anti-TNF, c'est validé également pour les chimiothérapies. Donc, en bilan pré-thérapeutique d'un traitement qui va induire une immunodépression, il faut réaliser le quantiferon. D'autre part, chez le personnel de santé ou la personne qui a été en contact avec quelqu'un qui a eu une tuberculose, il faut aller pratiquer le quantiferon qui peut servir en dépistage vraiment chez la personne, en général du personnel de santé, qui est très souvent exposé et chez qui l'IDR va être de moindre information. La troisième indication, c'est le patient immunodéprimé. Vous savez qu'on oppose en général au quantiferon la réalisation de l'IDR. Le patient immunodéprimé, en général, l'IDR, qui est l'équivalent d'une réaction d'hypersensibilité, va rester souvent négatif, va rester allergique. Donc le quantiferon, chez lui, peut avoir un intérêt. Et enfin, dans les situations même de tuberculose ou dans les situations de doute diagnostique, quand on suspecte une tuberculose extra-pulmonaire, il y a une indication à effectuer un quantiferon. Il n'y a pas d'indication, en résumé, à faire un quantiferon chez quelqu'un chez qui l'IDR est très fortement positive ou chez quelqu'un chez qui on suspecte une tuberculose pulmonaire avec une caverne, auquel cas le diagnostic est quasiment évident. Oui. Qu'est-ce que le quantiferon et comment cela fonctionne-t-il? Alors, le quantiferon, c'est un test immunologique qui a pour but de regarder la capacité du système immunitaire du patient à répondre aux antigènes tuberculeux. Donc, c'est comment regarder la production d'interférons en fait, par les lymphocytes de votre malade en réponse à un antigène tuberculeux. Ça revient à dire, est-ce que notre malade a été exposé à la tuberculose? C'est une prise de sang et ça s'effectue au laboratoire en général d'immunologie. À la sixième question, on reparle de ce dont on parlait tout à l'heure sur la symptomatologie de votre malade. Quelles complications vous évoque la douleur de la cuisse dont on parlait? Comme je vous le disais tout à l'heure, le tableau de la douleur de cuisse est très vraisemblablement celui d'un psoïtis, puisque vous avez une douleur de la cuisse qui est soulagée par la flexion sur le bassin. Donc ça évoque les situations de psoïtis, une inflammation rétropéritonéale qui va irriter le psoas. Soit, et la plus classique, c'est l'appendicite, qui est possible ici, mais dans le contexte, on va essayer d'évoquer quelque chose de spécifique. Soit vous avez une anomalie dans le psoas lui-même, situation dans le cadre de la tuberculose, et donc ici, c'est très vraisemblablement un abcès. Une situation que vous pouvez également retrouver dans les situations d'abcès à pyogène, donc un psoïtis fébrile doit évoquer soit une appendicite, soit un abcès rétropéritonéal, et en particulier un abcès dans le psoas. Ici, donc, un abcès tuberculeux est le plus vraisemblable, et ce sont des complications assez fréquentes dans les situations de miliaire.
Dernière chose que vous pourriez évoquer, mais qui n'était pas cotée ici parce que ça ne colle pas avec le tableau, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus fréquemment chez la personne âgée sous anticoagulant, c'est l'hématome du psoas, à évoquer chez donc la personne sous anticoagulant avec un surdosage, un INR trop élevé, une déglobulisation et un tableau de psoïtis. Donc ici, très vraisemblablement, un abcès tuberculeux. À la 7e question, en admettant qu'on confirme l'ensemble de ces complications et qu'on confirme le diagnostic de tuberculose, le traitement qu'on instaure, c'est un traitement par initialement quadrithérapie antituberculeuse qu'on va relayer par une bithérapie. La quadrithérapie antituberculeuse, elle va durer 2 mois et c'est l'association d'isoniazide, de rifampicine, d'éthambutol et de pyrazinamide. Les doses sont toujours les mêmes et sont très stéréotypées. L'isoniazide, c'est toujours 5 mg par kilo et par jour. La rifampicine, 10 mg par kilo et par jour. L'éthambutol, vous le mettez à 20 mg par kilo et par jour. Et le pyrazinamide, entre 25 et 30 mg par kilogramme et par jour. Qu'on prend en général le matin à jeun pour une durée de 2 mois. Ensuite, vous allez faire un relais par une bithérapie qui associe l'isoniazide et la rifampicine pour une durée de 4 mois, donc une durée totale de traitement de 6 mois. Dans une miliaire tuberculeuse, c'est le même principe que dans une tuberculose pulmonaire maladie. Les durées plus longues de traitement, c'est principalement pour le cadre des spondylodycytes, mais pas la miliaire uniquement pulmonaire que vous avez ici. On a gardé maintenant les durées de traitement à 6 mois. On n'oubliera pas ici la déclaration obligatoire de tuberculose, la prise en charge à 100% et aussi et surtout, qui va d'ailleurs avec la déclaration obligatoire, l'enquête de l'entourage avec le dépistage des personnes contacts éventuelles. En quoi consiste le bilan préthérapeutique ? Alors le bilan préthérapeutique avant la mise sous traitement antituberculeux, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication à la mise sous traitement. Le bilan qu'on doit absolument réaliser, c'est y a-t-il des contre-indications sur les organes? Donc toujours le bilan hépatique, la fonction rénale. On doit faire un bilan clinique et notamment à l'interrogatoire de rechercher s'il y a des antécédents d'allergie et en particulier d'allergie à la rifampicine. Et également attention à la rifampicine, ce qui n'était pas forcément le cas ici mais qu'il serait si c'était une femme en âge de procréer. La rifampicine est un très fort inducteur enzymatique. Il faut se méfier des autres traitements, en particulier de la contraception orale, puisque la rifampicine va accélérer le métabolisme de la contraception. Et donc, il faut absolument prévenir les patientes qu'on met sous rifampicine qu'elles ne sont très vraisemblablement plus protégées par leur contraception. En dehors de ce bilan clinique et du bilan rénal et hépatique initial, il faut faire une uricémie également et un bilan ophtalmologique avec une vision des couleurs. C'est un bilan qu'on a le droit de faire dans les 10 premiers jours du traitement. On n'est pas forcément obligé de le faire avant la mise sous traitement. Et en cas d'anomalie, il va falloir répéter ce bilan. Le suivi du bilan sous traitement se fait en général toutes les semaines au début et puis on va espacer la surveillance de la tolérance biologique notamment de ce traitement à toutes les 2 semaines et tous les mois. En parallèle, on surveillera l'évolution radiographique avec pas forcément un scanner mais au moins une radiographie pulmonaire qu'on fera au bout d'1 mois environ de traitement et qu'on répétera ensuite dans le suivi.